Bénin a fonctionné comme il a fonctionné ces 10 dernières années. Rigueur. Un président, un leader avec de la vision, avec un désir d'apprendre et d'apprendre à son pays et de l'exécution. Moi, tu sais que c'était pas forcément mon meilleur ami, mais j'apprécie tout ce qu'il a fait. Ouais. Notre zone francophone, quand tu es noir, entre un blanc qui a moins de compétences que toi, un occidental, ils vont le prendre parce que... Complexe colonial, en fait. Je dis souvent ça dans mes cours. Il faut se rappeler, en tant que commercial, que vous avez 2 oreilles et une bouche dans ce sens-là et pas dans le sens opposé. Parce que souvent, on prend un commercial parce qu'il parle beaucoup, il parle bien. Non, on a besoin d'abord d'écouter et pas d'écouter juste pour répondre. J'ai les mêmes diplômes ou meilleurs diplômes que la plupart des consultants. Bien sûr. À mon niveau, au niveau mondial. Je suis allé voir des écoles de commerce en France pour travailler en Afrique avec elles. Elles m'ont dit, mais vous comprenez, non, on a des consultants, ils sont tous blancs. Hein. Mais vous, non, on ne peut pas vous prendre. Donc, c'est francophone de ne pas baser les choses sur la compétence. Sur la compétence. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officiel, la chaîne qui vous passer au niveau supérieur, au next level de développement professionnel et personnel, la chaîne qui vous permet de devenir la version de vous-même dont vous rêvez. Je suis Naboufal et aujourd'hui, je reçois, vous connaissez mon invité, hein, mon grand frère, mon ami, mon coach, Gilles Akoni, Gilles Amadou Akoni. Et vous savez où je suis? Je suis à Gorée, Cœur Louise, donc, qui est la maison de Gilles et de Nadia. Maison d'hôte. Hein. Donc, si vous voulez venir, nous, on profite toujours pour faire un peu de pub. Hein. Donc, Cœur Louise, c'est quoi? C'est un espace extraordinaire, un espace, un havre de paix, une maison d'hôte, un restaurant. Donc, aujourd'hui, nous avons un Yendu, nous recevons des gens et on a profité, mon grand frère et moi, pour vous recevoir sur le podcast et vous parler de... je dis plus rien. Gilles, représente-toi, grand frère, bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Amadou Akoni. Je suis connu pour mes compétences en termes de prise de parole en public pour que les gens aient de l'impact lorsqu'ils prennent la parole en public. Mais je suis un expert d'un autre sujet dont on va parler. N'oubliez pas de suivre la chaîne qui va vous permettre de faire du développement personnel, la chaîne de Naboufal, en likant, en suivant, et puis tapez sur la cloche. Comme ça, vous serez informé de chaque podcast qui arrive. Alors, je ne vous ai pas dit, hein, Gilles aussi a lancé son podcast. Donc, on vous mettra, de toute façon, on va vous mettre le lien de la page Acosphère tout à l'heure. Il faut suivre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Nous n'avons pas assez d'experts francophones qui vous apportent de la valeur. Donc, suivez. Gilles, bonjour. Bonjour Nabou, je suis tellement heureux que tu sois là et d'être ensemble. Et avec ces jeunes qui sont extraordinaires et qui font le podcast pour nous. Merci à Toftal, hein, qui est notre partenaire toujours pour les podcasts. Toftal ne fait pas que des podcasts. Hein. Toftal fait de la transformation digitale. Je profite pour faire publicité de Toftal aussi. Dans la vie, là, on ne sait pas. Ah, Wallabok, donnons-nous. Moi, je mets tout hein, dans le podcast, vous me connaissez. Donc, tonton Gilles, Sil, comme on dit. Comment vas-tu, mon grand frère? Tu connais cette expression. Maintenant, tout le monde la connaît. Gilles, tu sais, il y a une partie de ton parcours dont on n'a pas beaucoup parlé et une partie de l'expertise que tu apportes et que tu m'as moi-même apporté, même si j'étais là pour la prise de parole, mais tu m'as poussé à être plus commercial. À chaque fois, tu me dis, écoute, il ne faut pas avoir peur de vendre dans le service, dans ce que je fais et tout. Et je peux dire que, bon... ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on est ensemble professionnellement, sinon la famille c'était avant, oui. Mais ça fait 10 ans maintenant qu'on célèbre, on va faire nos 10 ans de collaboration, absolument, hein, absolument. De soutien, de collaboration croisée. Ouais. Tu m'as coaché aussi, hein, tu m'as coaché oui, tout ce qui est branding. C'est vrai, on a fait le coaching avec Nadia et Gilles en personal branding, parce que c'est des gens qui doivent exploser de toute façon, et je suis très fier de voir que tu es sur les réseaux, tu exploses, et c'est magnifique. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que notre jeunesse a besoin, et même nos contemporains ont besoin de voix francophones, de savoir ce qu'on fait, de savoir ce qu'on peut apporter, et de valoriser nos expertises. Tout à fait. Qui permettent de faire grandir les gens. Absolument. Et l'expertise n'a pas d'âge, mais l'âge permet parfois d'avoir un peu de sagesse. Exactement. Il y a des vieux sages et des vieux pas sages. Il y a les deux. Je n'ose pas dire certains mots. Tu sais que moi, je casse les... Alors, Gilles, ta carrière, est-ce que tu peux revenir sur ta carrière, nous raconter un petit peu ton histoire
l'histoire qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui. Oui, merci. Alors moi, je viens d'une famille métisse. Métisse dans le sens où mon père, paix à son âme, est béninois. J'en suis très fier. Et ma mère est sénégalaise. De cette île de Gorée, tellement connue, elle a été la première conseillère municipale, à ma connaissance, en Afrique francophone, dans les années 50. Il y a d'ailleurs une très belle image d'elle, un portrait fait par l'artiste qui était dans cette maison, qui s'appelle Myrto Debar, que vous verrez peut-être sur ce podcast. Mais du fait des fonctions de mon père à l'ONU, qui était le premier francophone aux Nations Unies en 1961, avant Kofi Annan, qui est arrivé en 62, nous avons vécu à l'étranger. Nous avons vécu à New York, nous avons vécu en Mauritanie et en Autriche, entre autres, et dans beaucoup de pays. Mais donc très tôt, quand je suis rentré dans le monde professionnel, très très tôt, en fait à 15-16 ans, quand je revenais au Sénégal pendant l'été, j'allais en boîte, comme tout le monde. Ah bah oui, c'est normal. Mais pendant la journée, le matin notamment, j'achetais des blocs de glace avec ma cousine Malou Potin, à qui je fais un clin d'œil. J'achetais des blocs de glace, on les concassait, on mettait du sirop dedans et on offrait ça aux gens. On les vendait, je ne sais plus, ça devait être 100 francs. Il y a longtemps que tu es dans vendait ça. le business. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la vente, en fait. Parce que là, c'est typiquement de la vente transactionnelle, mais de la vente qui est faite à froid. La personne ne te connaît pas, la personne ne te demande rien. Tu as besoin de susciter un besoin, de voir comment amener cette personne à acheter ton produit. Comment amener cette personne à comprendre que ton produit a de la valeur. C'est là que j'ai eu mes premiers actes de vente. Mais ensuite, en tant qu'étudiant, j'ai vendu des cartes prépayées pour aller au cinéma, sur les Champs-Élysées. Pareil, la vente à froid, ça se fait de moins en moins maintenant parce qu'on est sur les produits digitaux, mais taper aux portes, que 10 portes se ferment sur vous et que la 11e s'ouvre, ça apprend quelque chose, ça forge le caractère. J'ai commencé comme ça, puis de fil en aiguille, quand je suis devenu maître assistant dans une université américaine qui s'appelle Lehigh, et quand je revenais au Sénégal, je prenais mes économies, j'achetais des bijoux mauritaniens en argent, avec de l'ébène dedans, j'achetais des masques, j'achetais des statues, que j'amenais dans une valise. Et lorsqu'il y avait des foires à Lehigh, je les revendais parfois 10 fois, parfois 50 fois, parfois 100 fois le prix que je l'avais acheté, pour me faire un peu d'argent. Bien sûr, c'est normal. Et donc le commerce, ça a été quelque chose de naturel. Et quand je suis rentré dans le monde du travail, après avoir fait des études assez longues et trois maîtrises universitaires, j'ai à ce moment-là postulé chez Xerox et chez IBM. Xerox ont été les plus rapides. Et je suis rentré chez Xerox et j'ai commencé ma carrière commerciale là-bas. Alors, quand on parle du Xerox aujourd'hui, en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, pour les plus jeunes, ça ne leur parle pas. Comme nous, ça nous a parlé, parce que je me rappelle, quand j'étais à l'université, il y avait beaucoup de case studies, d'études de cas, Xerox. Quand on nous parlait de vente, quand on nous parlait de marketing, je me rappelle très bien en école de commerce, c'était vraiment de Xerox qu'on parlait, les méthodologies, comment Xerox fonctionnait, comment Xerox faisait des choses. Et je vois dans ton parcours, on a des choses en commun, parce que moi, je faisais de la vente et de l'achat aussi. Je pense qu'on est tous passés par là. Ouais. On a tous fait ça. Il m'est arrivé de travailler et je faisais du marketing téléphonique, on appelait ça à l'époque. Oui, absolument. Tu sais, C'est une très bonne école. Je prenais le bus, tu prends le train, le bus plus la marche avant d'arriver au site. C'était toujours des endroits lointains. Absolument. C'est en banlieue. En banlieue lointaine. Et on se passait le mot entre étudiants africains. Ouais. On disait, ils recherchent des gens. Ouais. Et tu sais, tu prenais le téléphone, bonjour, je m'appelle Françoise Martin. Tu te rappelles? Exactement. Tu chocobitais, comme on dit. Tu prends ton meilleur français et tu dis, voilà, je voulais vous vendre ceci, cela. Des fois, il y a des gens qui raccrochaient. Et c'était bien. Ouais. Et cet argent-là, que je gagnais souvent, je me rappelle un été où j'ai fait ça, ma première année d'université, j'ai mis l'argent de côté et je suis allé acheter des jeans en solde, moins cher à l'époque. Je me rappelle, ma mère m'a accompagné parce que non seulement j'ai payé mon billet, j'ai une amie qui vivait à Moscou. Ouais. Son père était ambassadeur, Magui Aka, l'ambassadeur Moïse Aka, paix à son âme, de Côte d'Ivoire. Et je dis, je vais aller avec les jeans à Moscou. Donc j'ai payé mon billet moi-même. J'ai payé ma marchandise et je suis allé avec à Moscou. Ouais.
chez ma copine, chez qui j'habitais, et j'ai vendu ça comme des petits pains aux étudiants africains au campus qui s'appelait, il y avait le campus africain à l'époque, qui s'appelait Miklo Makaya Wow. à Moscou. C'est pour ça que quand tu parles de ça, ça me rappelle tous ces Des souvenirs où on essayait toujours de voir comment on va gagner de l'argent pour Tout à fait. arrondir nos fins de mois. On a toujours eu des boulots, des jobs, des trucs pour s'en sortir, quoi. Pour, Et voilà. mine de rien, le télémarketing que pas mal d'étudiants africains ont fait, Ah, ça. et comme tu le disais, on se passait le mot, ça a permis aux gens d'avoir des fondamentaux du business Ouais. qu'aujourd'hui d'autres n'ont plus. Ouais. Savoir parler au téléphone à quelqu'un, Absolument. accrocher quelqu'un au téléphone, c'est essentiel. Si vous n'accrochez pas quelqu'un, votre public, dans les quelques secondes où vous êtes en connexion avec eux, et qu'il n'y a pas une accroche émotionnelle, vous l'avez perdu. Alors, je reviens à... Quand on a fait nos formations en prise de parole en public, alors il y a quelque chose qui est fondamental que tu nous as appris, en fait, et qui... Les gens nous disent, oui, Gilles Acogny et Nadia, c'est prise de parole en public. OK. Mais l'objectif de cette prise de parole en public qu'on faisait, c'est comment vendre notre méthodologie ou notre service ou ce qu'on avait développé. Bien sûr. Moi, j'avais développé quelque chose avec vous, c'était le bonheur, tu te rappelles? Oui, Que j'ai absolument. gardé, que j'ai pas encore publié, hein, Oui, oui, mais que je vais absolument. sortir. Depuis quelques jours, je vois ce cahier rouge, qui est le cahier que j'ai utilisé lors de ma session. Ouais, Parce que ouais. je garde tous mes cahiers où j'écris dedans. Je me suis dit, bien. tiens, il faut que je ressorte ça et que j'en fasse un module de formation. Oui, tu fais bien. Tu fais bien. Et c'est vrai que la base d'une intervention, c'est ça. 99%, je ne suis pas allé faire une recherche scientifique, mais je suis presque sûr. Mon expérience, c'est que 99% des personnes qui vont dans des conférences, et 99% des conférences, c'est du partage d'informations. Il y a plusieurs choses, aussi bien dans la prise de parole en public, dans la vente, dans le marketing. L'information, le partage d'informations, c'est bien. Mais vous avez passé tellement de temps, investi tellement de temps, tellement d'argent à préparer ce que vous devez faire dans un panel. Pourquoi est-ce que vous ne vendez pas vos services? Pourquoi est-ce que vous n'accrochez pas les gens à tel point qu'ils viennent, ils courent après vous à la fin du panel pour vous demander comment faire pour travailler avec vous? Et ça s'apprend. Ça s'apprend au téléphone, ça s'apprend en tapant à la porte, ça s'apprend en passant du temps dans des cours pour apprendre la dynamique entre deux êtres humains ou entre un être humain et plusieurs lorsqu'on prend la parole en public pour leur vendre quelque chose, un service ou un produit. Alors, dans ce que tu dis, je note une chose, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, parce qu'on va... La vente, les fondamentaux de la vente sont identiques, quel que soit le canal qu'on utilise. C'est bien ça. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on disait vendeur, il y avait ce qu'on appelait les VRP. Oui. Les gens qui allaient de ville en ville, qui faisaient du porte-à-porte pour vendre des choses. C'était des gens très respectés qui vendaient leur business. Tout à fait. Je me rappelle, il y avait des gens qui tapaient à la porte. On n'avait pas connu ça, non, on vient de loin. Mais Oui. c'est important parce que Oui. c'est les fondamentaux. Alors, comment ça se passait? Comment on est arrivé du VRP à aujourd'hui? Quels sont les essentiels de la vente qui restent? Alors, il y a une base. Hein. Et ce qui était bien chez Xerox, notamment, c'est qu'on apprenait à partir de la base. On commençait tous, quasiment tous, par avoir ce qu'on appelait un territoire GP, grand public. D'accord, territoire. Moi, en fait, parce que j'étais très diplômé, j'avais un territoire zone géographique. C'est-à-dire que j'avais la moitié, c'était des prospects, et l'autre moitié, c'était une liste de clients. Mais je travaillais beaucoup sur mes prospects. On devait, chez Xerox, aller voir une vingtaine de prospects par jour. Moi, 15 à 20. Moi, j'envoyais en moyenne 30 à 40, parfois 50. Donc, j'allais sur le terrain très tôt et je partais très tard. Et pour parler des différents types de ventes, la base est la même. Si on sait vraiment accrocher quelqu'un qui ne vous connaît pas, en pouvant lui poser des questions afin que la personne vous dise oui ou non, j'ai besoin de telle ou telle chose. Quand elle vous dit non, c'est parce que la porte est fermée. C'est fermé aujourd'hui, mais c'est le début d'une vente. Et les VRP, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient du volume. C'est pour ça que j'ai parlé de ce que je faisais au départ. Ils avaient du volume. Ils allaient voir 30, 40 clients potentiels. Et à chaque fois, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez besoin de telle chose? Et comment tu appelais tes clients potentiels? Tu avais un mot là. Oui, les suspects. D'accord. Les suspects. Tu as d'abord, quand tu vas voir quelqu'un, on te donne une carte de visite, c'est un suspect. Il est suspect dans le sens positif du terme, parce qu'il y a deux sens. On a l'habitude d'utiliser la connotation négative de suspect, mais c'est un suspect dans le sens où il n'a pas encore décidé. C'est à toi de forcer la porte pour qu'il puisse décider, forcer positivement. Donc, on passe de suspect à prospect. Quand le client te dit « Ah oui, j'ai un besoin, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire »,
là, ça devient un prospect. On peut identifier aussi aujourd'hui sur Internet ou sur des fichiers des suspects, des gens qui ont besoin de services qu'on propose, quel que soit le produit qu'on propose. Mais après, il faut convertir ça, accrocher la personne, qu'il y ait un besoin qui soit à peu près identifié. Et puis après, il faut savoir comment amener la personne à passer d'un besoin plus ou moins mou à un besoin plus ou moins clair, plus ou moins profond, plus ou moins important, et à prendre une décision. Ok, et comment on fait ça? Alors aujourd'hui, on avait, donc tu nous expliquais le territoire grand public, le suspect, j'ai demandé, maintenant toi tu vas voir tes suspects. Ouais. Comment ça se passe après? Comment est-ce que concrètement, qu'est-ce qui a fait le succès de Xerox jusqu'à devenir une marque mondialement connue et mondialement achetée? Ouais. C'est surtout ça. Tout à fait. Alors Xerox a travaillé très tôt avec quelqu'un qui s'appelle Neil Rackman. Et ça a été un peu le laboratoire avec IBM pour Neil Rackman et la technologie qu'il a utilisée. Ça n'est pas une méthode de vente, c'est une façon d'être, c'est un comportement humain qui, lorsqu'il se répète, vous permet d'arriver, de partir d'une opportunité peu claire à une opportunité révélée et à un deal. Et donc, ils ont étudié entre deux personnes, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un acte de vente et comment est-ce que ça se passe. Ils ont fait 40 000 études de recherche. Ils ont vu des personnes en situation de vente et ils ont essayé de comprendre à chaque étape qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce qu'on amène une personne de « j'ai pas besoin de quoi que ce soit » à « j'ai besoin de quelque chose » à la signature d'un contrat. Et donc là, cette méthodologie fait que Xerox a eu cette réputation mondiale d'une école de vente, parce que tout le monde passait par le même tamis, et tout le monde passait par la même formation, et tout le monde était à même de comprendre comment amener une personne d'un état mental, physique, spirituel, avec plus ou moins de besoin, à un autre état où le besoin est révélé. Alors, non, on veut savoir c'est quoi. Je suis sûr qu'ils sont curieux aussi. On veut savoir comment aujourd'hui, je prends mon exemple, oui. Je suis quelqu'un qui vend, comme toi, hein, comme nous, on vend du service, de la formation. Comment est-ce que je peux améliorer sans forcément passer par tout ce qui est digital, etc. Quand je vais dans pas mal d'événements et je ne sais pas toujours comment faire. C'est vrai que je me dis, bon, il y a le bouche à oreille, je me repose un peu sur mes lauriers, quelque part, parce que je sais que j'aurai toujours des clients, et toi aussi d'ailleurs. Mais l'effort supplémentaire que je dois faire, quand je suis en réunion, en conférence, etc., je ne sais pas toujours comment aborder les gens du point de vue vraiment vente. Maintenant, j'ai fait des progrès quand même, parce que maintenant, sous ton impulsion et ton stress. Donc, j'ai fait des progrès. Ça fait que j'arrive à dire aux gens, voilà ce que j'offre comme service. Voilà ce que j'ai. Par exemple, aujourd'hui, on a un événement, j'ai mes petites plaquettes, je viens avec. Donc, je suis beaucoup plus proactif qu'il y a quelques années, où j'étais là, bon, j'attendais, j'osais pas, en fait. Je me dis, oui, est-ce que les gens vont comprendre ce que je vends? Donc, comment est-ce que je peux améliorer encore? Alors, je vais revenir sur Xerox, parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses en travaillant chez Xerox. On nous a appris, sans l'appeler comme ça à l'époque, on nous a appris toutes les méthodes de PNL, programmation neuro-linguistique, pour pouvoir lire les gens, comprendre comment est-ce que les gens fonctionnent, amener les gens à passer d'un état à un autre. Et il faut se rappeler d'une chose, c'est que les gens sont égocentrés, ils sont parfois narcissiques, ils sont intéressés par eux seulement. Le monde et l'éducation, le monde social et l'éducation fait que nous sommes obligés d'apprendre à nous intéresser à l'autre. Obligés, je dis bien obligés. Et de ce fait, pour avoir des certaines compétences sociales, on apprend à se comporter d'une certaine façon. Donc, on apprend à s'intéresser à l'autre. Mais fondamentalement, si tu observes les gens, même quand tu es en train de parler, ils t'écoutent poliment, mais ils ne sont pas vraiment intéressés. Et donc, toi, pour vendre, il va falloir pouvoir t'intéresser à l'autre. Laisser de côté ce qui t'intéresse, toi, et lui montrer un véritable intérêt, lui poser des questions, non pas pour répondre, mais lui poser des questions pour d'abord les entendre, les clarifier, et puis ensuite lui apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qui l'intéresse, par rapport à ce dont il a envie, par rapport à ce dont il a besoin, si tu as une valeur ajoutée dans ce sens. Si tu ne l'as pas et que tu peux aller la chercher, tu lui rends un service. À partir du moment où tu rends un service à l'autre, quelque part, il t'est redevable. Après, il n'est pas obligé de te payer quelque chose, mais le fait de montrer que tu es vraiment intéressé, et pas parce que tu veux gagner de l'argent, mais parce que tu es intéressé, tu t'intéresses à l'autre,
ça ouvre des portes, ça ouvre des potentialités psychologiques, mentales et aussi juste du business qui, un jour ou l'autre, te serviront. Soit la personne te donnera du business, soit elle te recommandera à quelqu'un d'autre, soit tu auras juste fait du bien à quelqu'un, tu auras aidé quelqu'un à clarifier ce dont il a besoin. Et puis, voilà, qui sait, un jour ou l'autre, peut-être qu'elle reviendra d'une façon ou d'une autre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je le fais naturellement, parce que je m'intéresse vraiment aux C'est gens. ça, J'aime l'humain. Pour moi, l'humain est très important. Et je pense que je comprends. Parce que les gens me disent, comment tu fais? En fait, je fais rien. Tu fais rien, Je suis juste intéressé par les tu es humains. toi-même. Et j'aime causer, j'aime bien comprendre. Et en fait, je comprends mieux. Ouais. Ce qu'on fait, nous, naturellement, spontanément, C'est de la vente. parce que l'Africain s'intéresse quand même à l'autre. Oui. Notre culture est basée autour, déjà, la chose la plus importante, c'est le salut, le nengadef, le comment tu vas. Absolument. Abedi, que ce soit en bara, en malien, Ouais. en lingala, dans toutes les cultures africaines, il y a le respect de l'autre, savoir comment l'autre va, Tout à fait. comment va la famille. D'ailleurs, on dit souvent que nos salutations sont très longues, Ouais. que ce soit au Mali, au Sénégal, etc. Il y a des très longues salutations parce qu'il y a l'autre. Et une fois que tu as demandé à l'autre comment il va, à ce moment-là, en Côte d'Ivoire, on dit quelles sont les nouvelles. On ne commence pas une conversation, on dit bonjour, je suis venu, mais voilà, nouvelles. Chacun donne les nouvelles de son côté. Il n'y a rien. Et puis voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet. On dit quoi? On dit quoi? Non, mais tu sais, C'est ça, c'est une on dit question, quoi? Voilà, quelles sont on les dit nouvelles quoi? Il y a en quoi? Côte d'Ivoire? Mais tu sais, carrément, il y a tout un rituel quand tu arrives quelque part, quelle que soit la réunion, quand c'est quelque chose de familial, etc. On dit voilà, il n'y a rien, on est venu pour les nouvelles. Oui. Voilà les nouvelles qu'on donne. On vous écoute, voilà. Bon, on remercie, merci d'être venu. Au nom de la famille XYZ, de venir tel... Donc, il y a tout un rituel, et c'est le même rituel au Sénégal, à la façon, au Mali, etc. Et c'est maintenant que je viens de comprendre que nous avons été élevés dans ça. C'est notre culture, donc nous, on le fait spontanément. On n'a pas fait 40 000 études. Hein. Tout à fait. Mais nous, c'est juste nous, quoi. Absolument. Et tu sais, c'est pour ça que j'ai eu du succès commercial. Parce que j'avais ce petit plus. C'est ta culture. C'est ma culture. Tu es né effectivement. dedans. Effectivement. Et quand j'allais voir un client, je m'intéressais à lui d'abord. Bonjour, comment allez-vous? En France, même dans les années 80 où je vendais chez Xerox, beaucoup de gens étaient très froids. Bonjour, vous avez ça? Non, C'est froid, il n'y a pas de relation humaine qui se tisse. Et on ne manifeste pas l'intérêt à la personne qui est en face de soi. Donc ça, c'est très, très important. Maintenant, aujourd'hui, en Afrique comme ailleurs, les gens sont devenus beaucoup plus intéressés. Toi, tu es naturellement intéressé par l'autre. Quand je dis intéressé, c'est intéressé matériellement. Par Donc, l'humain. Oui. Toi, tu es intéressé par l'humain. Oui, oui. Mais beaucoup de gens, sur notre continent africain, sont intéressés d'abord par le côté matérialiste, Maintenant, oui. aujourd'hui. Oui. Et ce fait-là, ça crée... On a des synapses dans le cerveau qui font que c'est un peu des obstacles qu'on crée. On se dit, attends, cette personne veut mon argent. Et donc, on prend de la distance. Donc, il faut vraiment, sincèrement, s'intéresser à l'autre. Si on s'intéresse vraiment à l'autre, on ouvre des potentialités psychologiques déjà pour pouvoir faire de la vente. Donc moi, chez Xerox en France, si tu veux que je parle un peu de ma carrière, j'ai appris ça. Je suis arrivé en janvier, j'ai été recruté en janvier 2000, je vais donner mon âge là, 1986. Et du mois de janvier, il y a longtemps, hein. il y a 5 minutes, oui. Il y en a qui se disent, je n'étais pas encore né. Et du mois de janvier 86, du mois de mars 86 au mois de mai 86, j'étais ce qu'on appelle NEP, New Entry Personnel. Donc je travaillais sur la zone d'une autre personne qui s'appelle, bon bref, non, dis-le parce que... elle me fera, j'oublie juste son prénom à l'instant, Okay. mais elle se souviendra de moi si elle regarde cette vidéo. Et elle était un peu paresseuse. Elle n'aimait pas faire de la prospection. Donc, moi, je faisais la prospection chez elle. J'ai appris ça comme ça. Et mon deuxième jour sur le terrain, c'était dans le 92, je crois, à Asnières. Mon deuxième jour sur le terrain, je trouve un prospect. Quelqu'un qui me dit j'ai besoin d'une machine. Bon, j'avais pas appris, j'avais pas été formé encore. Je devais être formé au mois de mai. Et donc, je reviens et je dis j'ai un prospect. Et les gars me disent, bon, tu sais, les nouveaux, tu te dis, ils sont enthousiastes. Oui, il rêve, le gars. Ouais, il rêve. Les gars me disent, est-ce que c'est vraiment un prospect? Je dis, c'est demain, il a pris rendez-vous avec moi demain. Est-ce que quelqu'un veut bien venir avec moi? Et donc, il y a Daniel Mesguich, qui était un des 2 meilleurs vendeurs, qui dit, bon, ok, je vais t'accompagner, Gilles, tu vois. Donc, j'étais pris en charge par les 2 meilleurs vendeurs. Et donc, je vais avec lui, on arrive chez le client, et je déroule mon truc, et je signe. Et il revient au bureau, et il dit, je n'ai eu rien à faire. Il est très, très bon,
Il a fait de la vente. Oh, c'est Ce qui était super, gentil, ce c'est qui était super gentil. gentil. Mais dans la voiture, il m'avait quand même coaché, il m'a dit ce qu'il fallait faire, Non, etc. mais c'est gentil. Et donc, c'était mon premier contrat au bout de moins d'une semaine, quoi. Ah, waouh. Et je n'étais pas encore formé. Mais pendant 3 mois, j'ai fait des ventes comme ça sur le terrain de cette dame. Et j'ai appris. Puis, j'ai appris formellement. Et ce dont je parlais tout à l'heure, découvrir le besoin, comprendre, amener le Le suspect suspect, à être un prospect, à être un un lead, client. un Un lead lead chaud d'abord, et un client un convert. qu'on a converti. C'est tout un processus. Et puis, il faut le faire avec tact, il faut le faire, il faut savoir quand il faut le pousser, quand il ne faut pas le pousser, quel type de personne et de personnalité on a en face de soi. Que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Si tu pousses tout le monde, il y a des gens qui, dès que tu le pousses, ils ferment la porte. Tu ne le verras plus. La personnalité, il faut comprendre la personne en face de soi, Absolument. savoir qui elle est, c'est important, n'est-ce pas? Absolument. Essentiel. Et savoir qui elle est pour savoir comment lui parler et qu'est-ce qui peut la toucher, Tout qu'est-ce à qui peut fait. l'intéresser. Qu'est-ce qui va la faire le déclic pour que la personne s'ouvre à toi et que tu deviennes quelque part presque son psychologue. Mhm. Parce que quelque part, quand quelqu'un s'ouvre à toi et te parle de ses besoins, c'est qu'elle a non seulement une attention vis-à-vis de toi, mais qu'elle a aussi la confiance. Et qu'elle se dit que tu es une personne qui peut lui apporter de la valeur ajoutée. Mhm. Donc, c'est vraiment... C'est un métier, la vente. Et c'est ce qu'on nous dit souvent dans les entreprises. Et les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les start-upers, c'est un métier, allez l'apprendre. Vous avez des tas d'outils sur les réseaux qui vous permettent de les apprendre. Et il y a un livre qui est basé sur la méthode de Xerox, qui s'appelle Spin Selling de Neil Rackman. Spin selling, hein, Ouais, de Neil Neil Rackman. Rackman, que vous pouvez aller lire. Ça vous apprendra comment structurer votre approche commerciale. D'accord. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, un jeune entrepreneur lambda qui a d'autres outils, parce que les gens pensent qu'il faut juste aller sur les réseaux sociaux pour vendre, alors que la méthodologie, elle reste la même, en Ça reste la fait. même. Quel que soit le canal, il y a quand même toujours le besoin de l'autre, Tout à fait. comprendre l'autre, lui dire ce dont il a lui parler, le comprendre, Ouais, le toucher ouais, et pouvoir transformer un suspect en prospect. absolument. Donc aujourd'hui, avec un outil vidéo, que ce soit Instagram, TikTok, etc., comment est-ce que je peux utiliser cette méthodologie, moi ou un autre entrepreneur, En quel fait, que soit mon business model? il faut d'abord se former. Et si vous voulez vous former, je vous invite à nous suivre à Cosphère. On va faire des formations commerciales en 2027. Nabou va rire parce que ça fait des années qu'elle veut qu'on les fasse. Enfin, On va faire publiquement des bon, formations on en fera commerciales. on On organisera fera une à une Abidjan? ensemble à Abidjan, absolument. Ouais, absolument. Inch'Allah. Et donc, il faut vous former. Ça, c'est la première chose. La formation que la plupart des gens donnent, c'est des formations mécaniques. C'est-à-dire comment prendre un rendez-vous, comment faire une première visite, comment préparer ce rendez-vous. Tout ça, il faut le faire. Par-delà cela, il faut comprendre la dynamique humaine et travailler sur toutes les formes d'intelligence que vous pouvez comprendre, toutes les formes de comportement des êtres humains et pouvoir réagir de façon situationnelle parce que la vente, elle est en situation. Très, très bien. À chaque fois que l'on voit quelqu'un, il y a une situation différente. Et même la même personne dans deux Contexte. rendez-vous différents et deux contextes différents peut être très différente. Le premier jour, il est très heureux, le deuxième, il est malheureux. Et si tu lui poses pas les bonnes questions, tu sais pas que sa grand-mère est décédée à la veille. Et là, ça peut faire coincer la vente si tu n'as pas l'attention émotionnelle à la personne, l'intérêt émotionnel de la personne. Donc tous ces points-là, ça s'apprend. C'est structuré, c'est structurant. Et plus on est structuré dans son approche, plus on va pouvoir le faire aussi bien en face à face que de façon digitale. On va pouvoir accrocher les gens et des suspects vont vous suivre pour une raison ou une autre. Quand tu fais, toi, tes podcasts et que tu apportes de la valeur au marché, ben, les gens se disent « mais elle pourrait m'apporter de la valeur dans tel et tel sujet ». Donc c'est une façon d'accrocher des prospects, des potentiels clients, et puis de leur montrer, à l'aide des participants à tes podcasts, que la valeur qu'ils recherchent, tu l'as et tu peux l'apporter. Alors, je vais reformuler un peu ce que tu as dit. Oui. La première chose, c'est quand on va voir, on doit connaître déjà sa cible. Oui, Je absolument. traduis ça en français fait, facile. tout à Hein. fait, oui. Connaître sa cible, à qui est-ce qu'on vend, Oui. et savoir les points de douleur de sa cible. Tout à Qu'est-ce fait. que je peux régler comme problème ou qu'est-ce que je peux toucher qui va lui parler. Absolument. Et savoir, quand on va voir quelqu'un physiquement, au moment T où on s'exprime, on rencontre la personne, ça peut être au moment T, il y a différents contextes
différentes situations, même si la personnalité reste la même, il y a des moments où la personne sera plus touchée par tel ou tel discours. Donc il faut comprendre les différents types de personnalités. Et ça, on ne peut le savoir que quand on écoute. Tout à fait. Et à ce moment-là, adapter son propos à la personne en face de façon à pouvoir transformer déjà le suspect en prospect. Tout à fait. C'est bien ça. C'est exactement ça. En tout cas, moi, je m'inscris. Hein. La première session, c'est quand tu me connais. Moi, je suis toujours dans On l'apprentissage. va programmer ça en fin d'année pour l'année prochaine. Inch'Allah. Programmer. Ce sera ma première formation de 2027. Mais tu as dit les choses de façon très claire. Il faut avoir une cible, bien entendu. Quel est votre marché, votre audience? Ça peut être le bas du marché, c'est-à-dire des sociétés de petite et moyenne taille. Ça peut être le haut du marché, des sociétés importantes. Si c'est le haut du marché, vous allez avoir plusieurs actes de vente pour chaque client ou chaque suspect ou chaque prospect potentiel. Si c'est le bas du marché, vous avez peut-être un interlocuteur ou deux. Mais pour chaque interlocuteur, il faut lui prêter cette attention détaillée pour comprendre quelle est la problématique ou les problèmes auxquels il fait face. Moi, je pense que j'étais pas intentionnel les premières années dans ma vente de services, parce que j'étais d'abord pas du service. Avant, c'était plus tangible ce que je vendais. Oui. Mais là, je suis plus dans intentionnel. Je fais des courriers de présentation. J'essaie d'avoir des... Qu'est-ce que tu... Mais je me demande, une fois que j'ai fait les courriers, maintenant, il faut que je puisse trouver des rendez-vous. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, les rendez-vous, toi, tu vas les avoir comme un aimant. Oui, Parce non, que ça, ce c'est que pas tu un fais. problème, oui. Mais c'est ça que le commercial a besoin de faire, que ce soit à travers des courriers marketing qu'il va envoyer, que ce soit à travers des capsules qu'il va faire pour pouvoir parler de ses services, que ce soit à travers des rencontres qu'il va faire dans des réseaux, que ce soit à travers des conférences où il va et il rencontre des gens, il prend des cartes de visite et il y a un timing très rapide où il va répondre à la personne et lui donner les informations que la personne a demandées. Tout ça, ce sont des façons de générer un portefeuille de potentialité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un tunnel de vente. C'est ça, un tunnel de vente, tout à fait. Et de comprendre les problématiques de chacun et de les rédiger, de les écrire, de le faire de façon très structurée. D'accord. Alors, moi, je me suis rendu compte que malgré tout ce qu'il y a, quand on est en B2B, malgré tout ce qu'il y a comme outil moderne, le courrier reste important. Très important. Et en Afrique surtout. En Afrique, oui. Le courrier, parfois le courrier physique. Oui, non, moi, nous, on envoie des courriers physiques, envoie-moi la décharge. C'est vrai, je peux connaître le DG, je lui envoie la décharge. Tu as écrit, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. C'est ce qui donne ce qu'on appelle le trigger pour que les gens prennent une action. Si tu fais pas ça, ils disent que tu n'es pas sérieux. Le déclic. Le déclic. Ce qui donne le déclic dans nos régions pour que les gens prennent des actions. Sinon, les gens se disent que tu n'es pas sérieux, entre guillemets. Mais il faut d'abord et avant tout comprendre là et les problématiques de ta cible ou de tes cibles. Parce que tu peux travailler sur plusieurs strates du marché. Et une fois que tu as bien compris, bien identifié la douleur, les problèmes, là, tu peux trouver des solutions. Mais il faut toujours se rappeler qu'on est là pour poser des questions et amener les personnes auxquelles on s'adresse, que ce soit en ligne ou que ce soit en face à face, à révéler leurs vrais besoins. D'accord. Et quelles sont les personnes qui t'ont le plus marqué, qui ont été des personnes qui t'ont apporté de la valeur ajoutée dans ta carrière chez Xerox? Bon, tu es arrivé à des niveaux de carrière très, très élevés, hein, directeur Afrique, directeur Afrique Xerox, etc. Directeur général Afrique et tout. Quelles sont les personnes qui ont eu un impact sur ta carrière? Et quel est cet impact qui a impulsé ta carrière? En termes, pas impulsé parce qu'ils t'ont positionné, mais impulsé parce que tu as développé des compétences. Alors, juste une petite précision. J'ai été directeur général de Xerox en Égypte et ensuite j'ai été directeur du marketing Europe, Moyen-Orient et Afrique. Afrique, voilà, c'est ça. Alors, la première personne, paix à son âme, s'appelle Barry Rand, un très très grand monsieur de la vente, du marketing, un très grand leader qui a fait beaucoup de choses aux États-Unis, qui a été COO, donc Chief Operating Officer de Xerox, qui a été mon mentor, qui a été le mentor de personnalités extraordinaires, des 2 premières femmes qui ont dirigé Xerox. Et lui, c'était un monsieur qui avait du lien avec les êtres humains, qui faisait rire les gens, qui était un excellent orateur et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. J'ai eu la chance de l'avoir comme ami jusqu'à son décès. Il y a eu aussi une dame qui s'appelle Ursula Burns, qui a été CEO de Xerox
la première femme noire à être CEO Waouh! des 100 premières sociétés au monde, donc Waouh! de Xerox. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec elle. Elle a écrit un livre récemment, il y a 2-3 ans, qui vaut la peine d'être lu. Et puis d'autres, bien d'autres. Une sœur qui va peut-être regarder ça, même si elle parle qu'anglais, Valerie Mason Cunningham, qui m'a permis d'être connecté avec beaucoup de ces gens. Oui, Et Valérie, qui, qu'on a déjà eu absolument. dans Des des formations interviews, et des des interviews, tout formations, à des fait. Tout à interviews. fait. Tout à fait. J'avais suivi votre Insta Live aussi. Absolument. Tout à Absolument. fait. Tu nous as C'était dit, c'est une une des grande premières. dame, il faut la Une très suivre, grande hein. dame. Tout à fait. Tout à fait. Ok, Donc il y a eu super. beaucoup de gens, mais d'abord à la maison, mes parents. Mes Oh, parents super. et mon grand frère. Et comment tu lis toute cette interculturalité, cette culture internationale que tu as? Parce que tu es peut-être enraciné là où nous sommes, hein, on est à Gorée, parce Ouais, que bon, on dit que la mer, c'est la base, hein. ouais, ouais, Tu ouais. es enraciné au Sénégal, c'est chez toi. Et comment est-ce que tu gères toute cette interculturalité? Tu as aussi le Bénin. Bon, le Bénin, le Sénégal, c'est même papa, même maman. Il y a toujours eu des liens très forts, hein. Tout à Je fait. t'ai dit que le mari de ma grand-mère, la sœur de mon grand-père était béninois, tonton Christian. Tu m'avais dit ça, oui. Ouais, Ouais. donc tu vois, donc et Mm. ça, c'est la sœur de mon grand-père. Ouais. Je te parle des années. Son mari, peut-être dans les années 60, je sais pas. C'était son deuxième mari. Et j'ai des grands-mères que rebelles, hein. Mm. C'est à l'époque, une musulmane, Peul, qui épouse un béninois, tu imagines? Ouais, ouais, c'est fou. Et nous, on a grandi avec lui, c'est notre Ouais, grand-père, quoi. ouais, ouais. C'était intéressant. Mais comment est-ce que tu navigues? Tu as l'Égypte, tu as la France, tu as cette culture américaine, autrichienne, tu as couvert plusieurs pays. Comment est-ce que tu gères tout ça? Écoute, ça a des avantages, ça a des inconvénients. J'ai commencé par les inconvénients. Mhm. L'inconvénient, c'est que tu es de partout et de nulle part. Ça me parle. Tu as, on appelle ce phénomène les gens indigos, les gens Ah, c'est comme ça toi. qu'on est. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est des gens c'est- qui ont vécu dans différents endroits et qui comprennent différentes cultures, mais qui ne peuvent pas se laisser absorber par une culture simplement. Tu viens de C'est me- trop petit. Tu viens de me donner des réponses à beaucoup de mes questions. Ouais, c'est trop petit mentalement, spirituellement, c'est trop petit. Et c'est pas par arrogance, c'est simplement que on a des repères, on a oui, des points de repère qui sont diverses, qui ne sont pas juste d'une culture. Et donc, quand tu viens au Sénégal et que tu es dans une culture où elle est très embrassante, On veut te mettre dans une boîte. te mettre dans une boîte, ben, les gens ne peuvent pas comprendre que toi, tu peux pas être dans une boîte. Tu as besoin psychologiquement, mentalement, spirituellement, de rester très ouvert à l'ensemble du monde. Et c'est un avantage pour les sociétés, parce que ça veut dire que tu peux naviguer dans différents endroits et que tu es accepté. Je me rappelle quand j'étais directeur général de Xerox en Égypte, j'avais 33 ans, j'étais l'un des plus jeunes directeurs généraux dans le pays, j'étais sûrement le plus jeune, ou l'un des plus jeunes, mais dans le groupe, j'étais l'un des plus jeunes aussi. À l'époque, quelqu'un de 30 ans directeur, ça peut pas. Ah oui, et je faisais 26 ans. Ouais. Le consultant de chez Xerox, quand il m'a interviewé aux États-Unis, il m'a dit, c'est un monsieur d'une soixantaine d'années, Shakir Khayat, il m'a dit, vous êtes très bien éduqué, vous avez des performances, vous êtes trop jeune. Il faut avoir les cheveux gris pour être un directeur général en Égypte. Et c'est une vérité africaine. Et ailleurs. Et c'est une vérité africaine et même ailleurs. C'était, oui, tout à fait. Et donc, il y a un cheminement qui se fait et qui te permet de faire des choses extraordinaires parce que tu comprends différentes cultures. Tu peux t'adapter facilement. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la vente. Ça m'a permis dans le 19e où j'ai commencé à Paris, hein, j'ai commencé par vendre dans le 19e, taper aux portes. Les gens qui connaissent Paris savent que c'est un quartier pauvre, entre guillemets. Le vendeur précédent n'avait vendu qu'une machine par mois. Moi, j'en ai vendu, le premier mois, j'en ai vendu 14. Wow. Le deuxième mois, j'en ai vendu 17. Et le troisième mois, j'en ai vendu 20. On m'a dit, la coupure, là, tu sais, en France, en mois d'août, les gens prennent des vacances. Donc tout le monde prend 2 semaines de vacances, il n'y a pas de clients. Oui, Après la coupure, on m'a dit, bon, c'est bon, le 19e, c'est bon, tu vas à Boulogne. Quartier riche. Où j'ai continué à vendre 15-20 machines. Et puis après, je suis allé en 6e, 8e, etc. Et donc, mon exposition au monde faisait que quand je parlais à quelqu'un qui avait une boutique, quelqu'un qui avait pied sur la rue, ou je ne sais plus l'expression française, ou une société, je la comprenais peut-être plus, cette personne, que d'autres. J'avais plus d'angles pour pouvoir avoir une conversation avec cette personne, m'intéresser à la personne, lui poser des questions que d'autres. Et ça m'a certainement aidé dans la vente. Ça me parle quand tu as dit tu avais plus d'angles. Oui. Donc, cette exposition mondiale, internationale, le fait d'être une personne indigo
permet d'ouvrir des angles de perception Tout à fait. et d'avoir plus de perspectives de communication avec les autres. Est-ce que c'est ce Exactement. que tu veux dire? C'est exactement ça. Et ça aide pas simplement dans la vente, ça aide simplement aussi dans l'interaction avec les gens. Cela dit, je suis assez direct et clair, hein, cela dit, ça ne t'aide pas forcément quand tu reviens chez toi. Ah, quel Parce est que le challenge? quand tu es au Sénégal, on se dit, mais cette personne-là, elle se croit supérieure, elle se croit mieux que nous, etc. Et tous les complexes ressortent. Alors qu'en réalité, non, je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Malheureusement, en ayant cette façon d'être, on risque de se faire piétiner. Et donc, on prend de la distance, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis, qu'on essaie de te ramener dans une boîte. Moi j'ai souvenir, bon, j'ai grandi, quand j'étais petite, j'ai souvenir que le Sénégal était un pays très ouvert. J'ai l'impression qu'on est dans une tendance inverse. Oui, on ne va pas critiquer le Sénégal. Non, je ne critique pas, je dis mais simplement que c'est un constat de fait, ce n'est pas une critique. Non, c'est juste un constat. Hein, que je oui, fais, mais je pense que la tendance est effectivement inversée aujourd'hui. Moi, en tant que Sénégalais, il y a des personnes qui sont blanches, je vais être très précis, qui vont avoir un job et qui, s'ils travaillent avec moi, dans ma société, à l'étranger, n'auraient pas le job parce qu'ils ne sont pas assez compétents. Mais ils vont l'avoir, non pas parce qu'ils sont nécessairement compétents, mais parce qu'ils vont donner l'impression de l'être. Okay, c'est vrai. Et ça c'est une chose qui ne nous permet pas de nous élever. Donc on a besoin de regarder tout le monde, blanc, noir, jaune, tout le monde, et de regarder les compétences véritables des gens. Ne pas faire les choses de façon artificielle. On a besoin justement d'apprendre à vendre, et en apprenant à vendre, on apprend à acheter aussi, parce qu'on pose des questions de second niveau, de troisième niveau, qui nous amènent à bien comprendre la situation. Mais ça, c'est pas sénégalais, c'est francophone. Mondial. Non, c'est pas mondial, c'est très francophone. Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, dans beaucoup de pays de notre zone francophone, quand tu es noir, entre un blanc qui a moins de compétences que toi, un occidental, ils vont te le prendre parce que, voilà, il y a ce complexe que nous avons nourri, complexe colonial en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, ce complexe colonial est très francophone. Et je pense que les jeunes qui sont là avec nous doivent vivre la même chose dans la transformation digitale. On te voit, tu es africain, on se dit « Ah non, mais celui-là est mieux », alors qu'en fait, toi, tu en sais 10 fois plus. Bien sûr. Mais le fait que tu sois... On ne se fait pas confiance à nous-mêmes. Non. Et ça, ce n'est pas que sénégalais, c'est francophone. C'est très francophone. C'est très francophone. Très, très francophone. J'ai les mêmes diplômes ou de meilleurs diplômes que la plupart des consultants. Bien sûr. À mon niveau, au niveau mondial. Je suis allé voir des écoles de commerce en France pour travailler en Afrique avec elles. Elles m'ont dit, mais vous comprenez, non, on a des consultants, ils sont tous blancs. Hein. Mais vous, non, on ne peut pas vous prendre. Donc, c'est francophone de ne pas baser les choses sur la compétence, mais sur l'origine. L'origine ou sur la perception qu'on a. L'origine, c'est l'origine, oui, le fait qu'on soit africain. Je ça. t'ai raconté mon histoire hier avec 4 dames qui m'ont interviewé. Mais je pense qu'elles ne m'ont pas prise parce que j'étais africaine, en fait. Oui. Pour faire du leadership à des femmes africaines. En Afrique. En Afrique. Oui. Elles n'ont... Et je pense que peut-être, des fois, quand tu es trop sachant, en étant africain, au lieu qu'on te dise « on va te prendre parce que tu es bon », on va t'éviter parce que tu es bon. C'est ça. Est-ce que c'est le genre de situation que tu as déjà vécu? Je l'ai tellement vécu. Aujourd'hui, moi, j'ai pris de la hauteur et de la distance. Bien sûr. Mais je l'ai tellement vécu que psychologiquement, c'est difficile. Au début, oui, mais après, tu t'en fiches. Après, on apprend de les let them. C'est ça. On les laisse faire. On les let them, comme dirait Mel Robbins, son livre que je vous invite à lire. Oui, on les laisse parce que de toute façon, comme on dit chez nous, tout ce qui t'est destiné selon le plan de Dieu, quoi qu'il arrive, tu vas l'avoir. Comme si tu étais un Comme on dit en Wolof, personne ne peut manger ta chance à ta place. Tout à fait. Donc, ce qui est pour toi, là, quand tu fais le travail qu'il faut, on n'a pas dit aussi de rester couché et d'attendre que ce qui est pour toi vienne. Mais quand tu fais le travail qu'il faut, tu as la compétence qu'il faut, tu fais la prospection qu'il faut, ils vont tourner, mais un jour, ils vont revenir vers toi. Tout à fait. Ça, j'en suis persuadé. Et ce qui nous arrive souvent, pas dans la vente, puisqu'on n'a pas fait beaucoup de formation commerciale publique, on en fait beaucoup dans le monde corporatif. Il nous arrive souvent d'être copiés. Vous savez, quand les gens sont derrière vous, ils vous copient. Ça, on a l'habitude. Après, ce qu'ils disent, peu importe. Mais le fait d'être copié, ça veut dire qu'il y a un besoin sur le marché. Mais le marché n'étant pas un marché de la performance, on ne fait pas toujours sa due diligence, donc son travail. Dès qu'ils voient le titre, c'est ça.
par exemple, dans mon cas, hein, personal branding, on va prendre, il fait faire. C'est ça. C'est pas la même chose Non. forcément. Je n'ai pas dit que j'étais la meilleure, hein, mais je sais que Tu es la meilleure. je sais que je suis Tu excellente. es la meilleure. Je En tout sais cas, dans le monde francophone, Oui, tu es la I'm meilleure. good. Oui, Ouais. je pense que je suis assez bonne. Parce que j'ai même des Nigérians qui me contactent, des Bien anglophones. sûr, bien sûr. La meilleure chose qui me soit arrivée quand même, enfin, qui m'a dit, tu es bonne, c'est quand Yomi Denzel m'a écrit Oui. Wow. pour me dire, on voudrait rajouter quelqu'un. Il nous semble que vous êtes l'une des meilleures dans votre secteur et on voudrait travailler avec vous. Ils n'ont pas fait la suite, mais ils m'ont choisi. Oui, Ils m'ont remarqué, ils m'ont notifié. tu sais, je dis les francophones, je reprends ce que j'ai dit parce que les anglophones, les Nigérians, surtout, Oui. ils viennent te chercher. Mais bien sûr. Ils viennent te chercher, ils te connaissent. Et tu es connu parce que tu as fait une vente digitale, une vente marketing, tu as positionné ton produit. Avec les outils dont je parlais tout à l'heure, hein, brièvement, tu as positionné ton produit en comprenant la cible que tu avais, en comprenant la problématique du marché et des marchés sur lesquels auxquels tu t'adressais, et en leur apportant de l'écoute d'abord, de la bienveillance. C'est ta nature. Et à partir de cette bienveillance, les portes s'ouvrent naturellement à toi. Mais aujourd'hui, Gilles, quelles sont les compétences, les 3-4 compétences d'un bon vendeur? Excellente question. La première compétence d'un bon vendeur, c'est de savoir écouter. Je dis souvent ça dans mes cours. Il faut se rappeler, en tant que commercial, que vous avez 2 oreilles et une bouche dans ce sens-là et pas dans le sens opposé. Super. Parce que souvent, on prend un commercial parce qu'il parle beaucoup, il parle bien. Non. On a besoin d'abord d'écouter et pas d'écouter juste pour répondre. On a besoin d'écouter ce qu'on appelle l'écoute active. Ça veut dire d'écouter, d'entendre, de valider qu'on a bien compris, de reformuler ce que les gens ont dit, de leur montrer qu'on a vraiment de l'intérêt et puis ensuite de parler des solutions qu'on a. Mais ça vient très tard. Parfois, on n'a même pas besoin de parler des solutions. Quand on fait bien son travail, le client va comprendre qu'on a de la valeur ajoutée et va simplement vous dire faites-moi une proposition, on va travailler avec vous. Parce que vous l'avez écouté à un point tellement profond, tellement avancé, que vous lui avez manifesté un intérêt par-delà un intérêt humain, un intérêt spirituel, à son âme, à la personne qui est en face de vous. Vous avez été tellement présent à l'autre qu'il n'a pas d'autres alternatives que de vous aimer. Parce que entre deux êtres humains, ce qui se passe véritablement, c'est qu'il y a de l'énergie qui se transmet. Absolument, et je pense que ça, c'est important. Et quand on est vraiment présent, quand on a vraiment l'attention juste, comme on le dit dans le mindfulness, les gens le sentent et ils vont naturellement s'ouvrir à toi. Tu vas naturellement poser des questions, leur montrer de l'intérêt, pas pour leur portefeuille d'abord, pour eux, pour les aider, pour les servir. Parce que c'est le rôle du leader, c'est le rôle du vendeur. Le vendeur est quelque part un leader. Et une fois que tout ça est fait, les portes des opportunités Donc, s'ouvrent. il y a Pas l'écoute. simplement avec la personne, Oui, bien mais sûr. elle va te recommander. Donc l'écoute, L'écoute active. l'écoute active, Ça, c'est le premier point. la présence, La présence. deuxième point. Et le troisième point, c'est vraiment une énergie entre deux personnes qui découle de la présence, qui est à un autre niveau. Et selon le niveau d'énergie que tu as, tu attires plus ou moins Alors, travailler sur sa fréquence énergétique. la fréquence énergétique. Parce qu'en fait, et c'est ce qu'on dit toujours, se préparer avant d'aller en entretien. Tout à fait. Se préparer, quand je parle de préparation, c'est se recentrer vers soi de façon à pouvoir transmettre une énergie, une bonne énergie qui va permettre à l'autre, qui va soit rebuter l'autre, parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ton énergie, Non. soit attirer et à ce moment-là, faire de ce prospect un client finalement. Absolument. Donc on passe de suspect à prospect à client. Absolument. D'accord? Donc c'est bien ça. Et quand tu as la bonne énergie, la bonne fréquence énergétique, tu vas attirer les clients comme Et des comment, aimants. qu'est-ce que tu appelles une bonne fréquence énergétique? Donc je vais juste récapituler les 3 points: l'écoute active, la présence et la fréquence énergétique. Surélever ta fréquence énergétique. Alors, surélever ta fréquence énergétique, il y a plusieurs façons de le faire. Si tu es croyant, les prières que tu fais, si tu es en train de prier, que tu es un musulman, et que tu es complètement là, que tu oublies tous les soucis d'aujourd'hui, d'hier et de demain, et que tu es vraiment en communication avec Dieu, avec l'énergie suprême, l'énergie de Dieu,
là, tu travailles sur ta fréquence 5 fois par jour. Là, 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 là. Si tu es catholique, moi je suis allé à la messe ce matin, et que tu es vraiment là, que tu oublies la tante qui est malade, le fils qui a un problème, etc., mais que tu es là en communion avec Dieu, tu augmentes ta fréquence énergétique. Et après, si tu fais de la méditation, si tu fais des moments de silence, juste pour toi, pour te recentrer, si tu évites justement de mal parler des autres, qu'ils soient là ou pas, si tu évites les pensées négatives, tu fais un travail sur toi, qui est un travail de développement personnel, qui te permet d'être présent à l'opportunité. Et les gens ne savent pas pourquoi, mais quand tu passes, ils disent « Ah, mais cette personne est particulière ». Ça vous est déjà arrivé, sûrement, ceux qui nous regardent, de voir quelqu'un et de se dire « Elle est particulière ». Si cette personne a cette énergie. Je ne te coupe pas, mais j'ai une amie qui a vu une vidéo de toi et moi, notre vidéo pour le Yandou. Elle m'appelle, elle me dit, c'est qui ce monsieur charismatique là? Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il est charismatique? C'est pas possible. J'ai dit, c'est mon grand frère. Elle dit, ah, mais quel charisme il a? Elle me dit, mais incroyable ce qu'il dégage, tu vois? Merci. Elle m'a dit ça comme ça, Nadia, une amie. Tu la remercieras. Ouais, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il est charismatique ce monsieur? Je dis, ah, mon grand frère, je le prends, ça fait rien. Je dis, ah, Nadia, c'est pas une concurrente, hein, mais c'est juste une petite sœur de plus qui se dit, waouh, Ouais. mais qui est donc ce monsieur? Je te jure, hein. Merci. Nadia Merci. m'a appelé, elle me dit, j'ai vu le. Mais c'est qui le monsieur? Elle dit, elle a juste été attirée par toi parce qu'elle comprenait pas ce que tu faisais sur mon profil. C'était pour la communication du Yandou. Yandou, ouais. Et puis après, elle me voit, elle me dit, mais dis donc, waouh! J'ai dit, Syl. Non, donc c'est pour dire, c'est cette fréquence-là C'est que tu cette transmets. fréquence, absolument. Que tu transmets Absolument. naturellement aux gens, que tu transmets intentionnellement. Et quand tu trompes ton monde, quand tu veux tromper ton monde, quand tu voles, quand tu fais des choses qui sont pas bien, et on Quand a tu tous fait triches. un jour ou l'autre. Non, on n'a pas volé, pardon. Moi, j'ai pas volé. Si, moi, j'ai volé. Ah bon? Quand j'étais petit, j'ai volé. Ah bon, J'avoue. peut-être que j'ai volé, j'ai Supermarché. volé des gâteaux. J'ai piqué des trucs dans le supermarché. Bon, je me suis pas fait prendre, j'ai demandé pardon à Dieu, puis je suis passé à autre chose. Mais Ouais. je ne vole pas. Je ne vole pas. C'est une chose qui Mais est- bon, quand qui tu est fais importante. semblant d'être qui tu n'es pas. C'est ça. Quand tu triches. C'est ça. Quand tu triches sur ta vie, sur qui tu es, un jour ou l'autre, on appelle ça le karma, hein. Il y a un boomerang qui se passe. Les choses reviennent. Et quand tu es dans la bonne énergie, tu peux avoir des hauts et des bas, hein. C'est la vie. Mais à un moment ou à un autre, il y a des tilts qui se font. Il y a des gens qui vont bienveillants venir vers toi, qui ne sont pas forcément tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes amis. D'un moment donné, ça peut être des gens que tu ne connais même pas. Souvent, c'est des gens que tu ne connais pas. Ouais. J'ai noté dans mon parcours d'entrepreneuriat, hein, et peut-être que tu vas me dire la même chose, de 20 ans d'entrepreneuriat seulement. Je suis entrepreneur C'est depuis beaucoup déjà, 19 c'est ans, bien. 20 ans, donc 20 C'est bien. ans Bravo. l'année prochaine, Inch'Allah. Full entrepreneuriat. J'ai noté que souvent, les gens qu'on connaît bien ne sont pas des gens qui vont travailler avec nous. Ouais. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à vendre aux gens qu'on connaît bien, qui pourtant savent qu'on est bon, et on arrive à vendre à des gens... C'est souvent des gens que je ne connais pas, et je pense que tous les entrepreneurs ont ce témoignage-là. Des gens qu'on ne connaît pas, qui nous font confiance. Je vais te faire une révélation. J'ai eu la chance de travailler avec un grand groupe, il est sur mon site, ils nous ont permis de parler d'eux, qui s'appelle la BNP Paribas. BNP Paribas, j'ai un très très bon ami qui était le CEO d'une des divisions. Très bon ami, on allait à la messe ensemble, on dînait chez eux, ils dînaient chez nous. Et je lui ai jamais demandé du business. Et un jour, dans un dîner, je rencontre un de ses directeurs commerciaux. Il me dit « Bonjour, je m'appelle Julien ». Je lui dis « Oui, moi c'est Gilles. Qu'est-ce que tu fais ?»« Moi, je fais de la vente. »« Ah, tu fais de la vente ? Super intéressé. »« Mais pourquoi tu es intéressé ?»« Parce qu'on a un problème. » Et il m'interviewe pendant le dîner. Il me dit « Il faut absolument que je te voie lundi. Est-ce que tu connais Patrick ?» XYZ. Voilà. Et je lui dis oui, je le connais très bien, c'est un ami, mais je lui ai jamais demandé quoi que ce soit. Et il me dit il faut absolument qu'on se voit avec lui. Je sais qu'il doit voyager, il doit aller à Saint-Pancras. Dans 2 jours, je vais voir si on peut pas déjeuner ensemble. Et on déjeune ensemble, donc on arrive, je vois mon ami, et je lui dis salut Patrick, enfin bon bref, et Julien, donc la personne qui m'avait demandé de venir, nous présente, et on parle, et il me dit ah oui, il faut absolument que tu travailles avec nous. Et j'ai travaillé avec BNP Paribas pendant 4 ans. On les a aidés à mettre en place un nouveau CRM. On les a aidés à former près de 700 commerciaux, former 45 managers pour former les autres, train the trainer. Et ça, c'est parce que j'étais présent ce jour-là. J'étais présent, attentionné à l'autre. Je parlais avec ce... Ça m'arrive très souvent. Ce que tu incroyable. dis là, Ouais. c'est un truc qui m'arrive souvent. Je connais des gens, c'est vrai, je parle pas bien. Et puis après, je me retrouve
à travers quelqu'un d'autre en train en réunion avec eux pour du business. C'est ça. Et ils sont même étonnés. Je dis, vous m'avez pris dans ça fait rien. Voilà, quelqu'un m'a pris au sérieux chez vous. Ouais. Mais c'est parce que j'y pensais même pas. Et puis, j'étais pas forcément dans cette logique. Et c'est ce qui t'est arrivé, en fait. Absolument. Ça veut dire que ce qui t'est destiné te finira toujours par te venir d'une certaine Absolument. façon. Quand tu y restes, tes chakras sont ouverts. C'est ça. C'est ça. Wow. Et quels sont... Oui, vas-y. Donc, j'allais dire, pour moi, l'aspect spirituel de qui tu es, le vraiment qui tu es, est essentiel. Mhm. Qui tu es quand tu nais et quand tu meurs. Il faut se rappeler que entre ces deux points de votre vie, il y a des choses qui se passent, mais tu arrives sans rien et tu pars sans rien. Donc, tout le reste, là, c'est de la vanité. C'est important ce que tu dis, qui tu es, parce qu'en fait, nous ici, en tout cas sur la chaîne, quand on parle de mettre les gens au niveau supérieur, c'est d'abord le travail sur soi. Absolument. Et je me dis que l'humain, tant qu'on n'a pas travaillé, on a beau construire des ponts, on a beau construire des immeubles, des usines, si on ne travaille pas sur la personne, sur sa personnalité, sur l'improvement de soi, l'amélioration de soi, sur sa présence, sur sa prise de parole, sur sa façon de communiquer, eh bien, pour moi, tout le reste ne peut être que voué à l'échec. Absolument. Et c'est pour ça, je me dis, quand j'ai proposé à une entreprise, on a proposé à une entreprise de travailler avec les managers, je dis que pourquoi est-ce qu'on va travailler avec les managers? Ils n'ont pas besoin de travailler sur leurs compétences comportementales. Je dis d'accord, ça ne me dérange pas. Mais on se rend compte qu'il y a un lien entre les performances complètement. et la personne. Le comportement. Donc, ce que tu dis, c'est important. Tu recommandes aux gens de travailler sur eux pour passer à un autre niveau de personne. Parce que tu m'as connu, tu te rappelles de moi il y a 10 ans, est-ce que je suis la même personne? Du tout. Tu es passé, ouf. Bon, il y a un travail. Tu n'as pas arrêté de monter. Oui, mais c'est un travail. On a fait la formation en prise de parole ensemble. Tout à fait. Mais je me souviens toujours, tu nous as dit, il y avait Maître Brisois, Oui. moi et puis Kevin. Oui. Les personnes dont je me souviens en tout cas. Oui. Et tu nous as dit, vous allez pouvoir avancer si vous travaillez sur vous. Maître Brisois, qui est quand même un grand avocat. Oui. D'ailleurs, tu as vu qu'il a quelque chose en ce moment là, Ah oui. au barreau de Côte d'Ivoire. Oui, je vais t'envoyer, m'envoyer la vidéo et tout. Oui. Et cette humilité de voir un grand avocat venir faire une formation en prise de parole, un des meilleurs avocats de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, waouh, ça m'a beaucoup... Ça te fait déclic, tu te dis, si lui le fait, donc on doit être dans un processus d'amélioration permanent. Absolument. On ne peut pas rester là où on est. Et tu nous as dit, si vous pratiquez, vous allez y arriver. Oui. Ce n'est pas la formation, c'est un départ. Oui. Mais ce n'est pas la fin. Non. Et à chaque fois que j'ai eu l'opportunité, Gilles m'a dit, il faut pratiquer. Tu me donnes du feedback. Et je le dis toujours, on fait des vidéos. Tu m'appelles, quand je fais des vidéos sur YouTube, tu me dis, voilà ce qu'il faut améliorer. Là, je t'ai envoyé une vidéo, tu m'as dit, voilà, fais comme ci, fais comme ça. Le processus d'amélioration de soi, avec l'intentionnalité de grandir en tant que personne et de pouvoir être un meilleur vendeur. Quelles sont les valeurs qui sont importantes dans ce cas-là? D'abord, il faut avoir une forte base familiale ou Un ancrage. un ancrage essentiel. Il faut avoir des racines quelque part. Des racines. Mais ces racines sont peut-être, comme dans nos cas, au Sénégal, au Bénin et dans d'autres parties du monde, en Angleterre, aux États-Unis, en Asie, beaucoup au Japon pour moi. Moi aussi. Ah oui. Bah, tu sais très bien Tout à fait. Tu sais que je disais toujours à ma mère que je devais être japonaise dans une vie antérieure. Ouais, C'est comme ça que je me suis retrouvée à Tokyo. à Tokyo. Et que je me suis retrouvée à apprendre le japonais. Ouais. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et je disais, quand je partais à summer camp aux États-Unis, je me rappelle, j'ai blagué une fille là. J'ai dit, my mother is Japanese, my father is African. I'm Japanese African. Elle me dit, really? Les Américains gobent tout. Hein. Et après, j'ai dit, no, I'm joking. Et je me rappelle de ça. Et j'avais cette obsession de la culture, de l'histoire du Japon. Je lisais tellement dessus. Donc, tu vois, on a ce point commun aussi. Hein. Absolument, absolument. Donc, il faut avoir une base, des valeurs qui te permettent de te retrouver quelque part. Moi, ma base, elle est familiale et spirituelle. Ça, c'est la base de ma vie. Ton ancrage, il est Mon familial ancrage et spirituel. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la famille nucléaire pour moi. Vraiment, ma mère, mes frères et sœurs, mes enfants, mes neveux. Et Nadia, ta femme? Ma femme, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi dit le nom de ma grande sœur? Je l'ai pas dit. Je suis Nadia, pas d'accord. bien sûr. Je vais me faire taper sur les mains. Non, je suis là, je suis Nadia. C'est Je ça. suis l'ambassadrice. Tout Là. à fait, Tu tout à oublies fait. que c'est ma grande sœur Tout à de fait. longue date. Donc la famille. Ensuite, la spiritualité, donc Dieu. Ensuite, il faut
avoir un processus, et moi, je n'ai pas de mérite parce que chez Xerox, pendant 15 ans que j'ai passé chez Xerox, tous les ans, j'étais formé pendant 15 jours minimum, plus mes 5 semaines de vacances. Hein. Donc, Mais j'étais formé. c'est ça que Mais un tu nous apportes, en processus de fait. développement personnel, tout à fait. De développement. Oh, Tout à d'accord. fait. Donc, vous aviez 5 semaines de vacances, 15 jours de formation obligatoire. Moi. Non, On toi, avait non, j'ai 5 bien à 6 compris. jours, et j'ai eu de la chance. Il y a beaucoup plus de formations chez Xerox que d'autres. Parce qu'on avait un potentiel C'est ça, que si on le développait, il allait skyrocket. tout à fait, c'est ça. D'accord, waouh, c'est super. Et après, j'ai pris cette habitude. Mais nos parents nous avaient déjà donné cette habitude d'étudier, de lire, d'apprendre. Donc- L'apprentissage, c'est fondamental. Donc, première valeur, l'ancrage. L'ancrage. Familial ou spirituel. Ouais, Deuxième, l'apprentissage. l'apprentissage, tout à fait. La valeur, apprentissage. La troisième, et je vais en rester à 3, c'est de savoir passer à l'action. 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 Faire. Doing. Passer à Faire. l'action. Prendre des actions massives, Wow. énormes, constamment. Oser. Oser. Ancrage, l'apprentissage et l'action. D'accord. Aujourd'hui, tu vois, on a plein de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent il y a le digital, mais qui n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Alors, nous, on a l'avantage d'avoir vécu en Occident, d'avoir vécu en Asie, qui sont des organisations et des pays très structurés, disciplinés. Mhm. Devenez discipliné. Moi, je suis devenu indiscipliné. Hein. Et le niveau de discipline que j'ai, il y a peu de gens autour de moi qui sont aussi disciplinés que ça. Mais je me trouve très indiscipliné par Moi rapport à ce que aussi. je faisais avant. Je me trouve Ouais. indiscipliné aussi. Par rapport à ce que je faisais avant. Donc, il faut avoir de la discipline. Pour pouvoir réussir sa prise de parole, il y a quelqu'un qui a demandé ça tout à l'heure, il faut faire ce dont je parle dans une autre vidéo. Je n'ai pas parlé beaucoup de ma carrière parce que si vous voulez aller voir, j'ai Manu, notre jeune ami extraordinaire, Manu Arthur, le podcast que j'ai fait avec lui, vous allez voir, je parle de ma carrière. Mais il faut avoir cette discipline et cette rigueur pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, la plupart des jeunes que je vois chez nous, au Sénégal en particulier, Et en Côte d'Ivoire, pardon, ils sont les mêmes. ils se lèvent les le mêmes matin. cousins. Ils se lèvent le matin, ils se disent qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. C'est les mêmes Mais vous frères et allez sœurs. aller où en prenant juste la journée et vous organiser par rapport à la journée. On parlait de l'année prochaine. Tu es venu hier pour faire une intervention au Cercle d'Or. On l'a planifié l'année dernière. Et La à chaque fois, date tu me dis, était tu es fixée. sûr? J'ai dit, Gilles, c'est fixé. La date est Je ne peux fixée. pas changer la date. Bien sûr. Tu es étonné, Bien hein? sûr. Oui, Non, non, moi, je suis fier. Non, c'est Je parce suis fier. que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Gilles m'a dit, il faut fixer des dates. Tu te rappelles? Bien sûr. Dès le Bien départ. Et moi, je ne le faisais pas forcément. Bien sûr. Malgré l'environnement, parce que même dans l'environnement corporatif, il y a beaucoup à redire. Il y a les rendez-vous sont Non, laisse-moi ça, à peu près chez nous. Donc il faut organiser et structurer. Pour que notre Afrique puisse décoller, il va falloir qu'on prenne de la rigueur à un moment ou à un autre. Regarde le Bénin. Pourquoi le Bénin a fonctionné comme il a fonctionné ces 10 dernières années? Rigueur. Un président, un leader avec de la vision, avec un désir d'apprendre et d'apprendre à son pays et l'exécution. Et la transmission. Et la transmission, absolument. Ça, c'est puissant. Et la transmission. Moi, tu sais que c'était pas forcément mon meilleur ami, mais j'apprécie tout ce qu'il a fait. Oui, absolument. Moi, j'ai dit les choses. C'est pas bon. Non, mais j'ai beaucoup de respect. Oui, et je suis arrivé à énorme. Cotonou. J'ai pris la route il y a quelques années quand je suis venu vous retrouver à Cotonou. Tu te rappelles, Ouais. il y avait le 1er août, Tout à fait. il y a 2-3 ans, 3 ans, je sais pas. Oui. Il y a quelques années, je sais plus. C'est les années passent tellement vite, il y a 3 ans. La fête de 3 ou l'indépendance. 4 ans, je sais plus, je sais même plus. Oui. On avait fait le défilé et tout, tu te rappelles, à l'hôtel. Oui. J'ai fait la route de Lomé à Cotonou. À un moment, j'avais pas fait la route depuis peut-être, je sais pas combien d'années, 7-8 ans. Mais j'attendais les trous, il n'y avait plus de trous. Il n'y avait plus de trous. J'ai dit, mais où sont les trous après Ouida? Ah, c'était fini. Tu te rends compte? Fini. Et aujourd'hui, c'est encore mieux. Mais c'est encore mieux. J'étais à Cotonou, on était en décembre, j'étais. Là, je suis pas encore reparti, je repars la semaine prochaine. Mais je me dis, waouh, when there's a will, there's a way. Quand Tout tu as à une fait. volonté, il y a une façon de faire. Tout à fait. Donc, pour reprendre ta question, comment les entrepreneurs, les jeunes peuvent fonctionner? Il faut avoir de la vision d'abord. C'est quoi Vision. ce que vous voulez faire? C'est pas juste j'ai une petite idée là, je vais le faire. C'est qu'est-ce que cette idée va faire? Quel est le problème dans la société qu'elle résout? Ou quels sont les problèmes qui sont résolus par cette vision? Une fois qu'on a de la vision, il faut l'organiser. Allez lire le livre de Stephen Covey et vous allez voir que la première priorité parmi Quoi, les les 7 habits, les 7 habitudes les des 7 gens habitudes des gens qui réussissent. efficaces, oui, qui Les réussissent. 7 habits of highly effective people. People. Les 7 habitudes des personnes très efficaces. Tout à fait. Vous allez voir que la première habitude ou la deuxième, c'est start with the end in mind. Ça Ouais, veut dire quoi? commencer Ça veut avec dire la commencer fin. avec la fin
en tête. Donc, si vous voulez avoir une société avec 10 personnes dans 5 ans, qu'est-ce que vous allez faire qui va, dans 5 ans, vous permettre d'y arriver? Et après, vous mettez des bornes et vous faites ce qu'on appelle du rétro-planning pour arriver aujourd'hui à décider qu'est-ce que je vais faire pendant 5 ans. Après, vous allez modifier les choses au fil de l'eau, suivant la situation, le marketing, le marché, les clients, les prospects. Mais vous allez surtout avoir un plan. Les premiers points, planifier. Plan. Deuxième point, c'est se préparer. C'est P à la puissance 3, dont je parle souvent. La préparation, ça veut dire tous les jours se préparer. Quand on va avoir un rendez-vous, j'ai un rendez-vous demain, je vais déjeuner avec quelqu'un, je vais me préparer aujourd'hui. On a des gens qui viennent déjeuner ce midi, on s'est préparé. Se préparer. Sans se concerter, on s'est préparé. Absolument, absolument. Et le troisième point, c'est la présence, d'être là. D'être là au moment où vous communiquez. Là, je communique avec Nabou, je suis là pour elle, je suis là pour la caméra, je suis là pour vous qui nous regardez. Être présent. Et voilà, ce sont les 3 points essentiels. D'accord. Tu peux récapituler? Donc, P à la puissance 3. P, 3. Il faut planifier les choses, faire du rétro-planning, préparer et présence. Ouais. D'accord. C'est très important ce que tu dis parce qu'on a l'impression avec cette fast generation qu'on peut tout réussir rapidement. Ouais. Alors qu'en fait, tout ce qu'on voit, c'est de la préparation. Et moi, je l'ai beaucoup appris... je prends jamais une prise de parole sans me préparer. Oui. Ça, je l'ai appris avec vous, que tout se prépare, tout se structure. Mes formations sont préparées, structurées. Absolument. Vraiment, je prends le temps de le faire parce que finalement, c'est ça notre réputation. Tout à fait. Pour nous qui faisons ça, mais les jeunes, enfin les jeunes et les moins jeunes, parce que ce que j'appelle un jeune entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui a 50 ans qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui vient de se lancer dans quelque chose. Quelqu'un peut avoir... Et c'est ça... que les gens ne comprennent pas, un jeune entrepreneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a 20 ans. Ça peut être quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, qui a eu toute une carrière. J'ai vu une dame qui a la soixantaine, qui a démarré quelque chose dans les jus de fruits, etc., qui réussit bien. C'est comprendre que jeune, ce n'est pas seulement une question d'âge. Non, c'est une question aussi d'années dans un certain secteur. Tout à fait. Et puis c'est une question de conception mentale. De façon de penser, de façon d'être. Alors Gilles, pour revenir à la vente qui est ton expertise que tu nous apportes, que tu apportes aujourd'hui, quelle est la place de la vente dans un business? Moi je dis toujours, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. Absolument. Alors le marketing, ça va être quand on prend une voiture, on achète une voiture, on aime bien voir que c'est une belle voiture, qu'elle est rutilante, même si c'est une voiture d'occasion. Mais quand on achète une voiture et c'est qu'on achète simplement la carcasse, on n'ira nulle part. On va être sur place. Pour pouvoir avancer, il faut qu'il y ait un moteur avec un certain nombre de chevaux qui soit puissant. Et la métaphore, c'est que la carcasse, c'est le marketing. Le moteur, c'est la vente. La vente, c'est ce qui permet à l'entreprise de fonctionner. La vente, on ne peut pas dire « je n'aime pas la vente ». On ne peut pas dire « je ne veux pas faire de vente ». Tout le monde est obligé de faire la vente. Tout le monde doit être vendeur. Le petit Américain, la différence entre le petit Américain et le petit Africain, de quel que soit le pays, c'est que le petit Américain, à 2 ans, il va dire « je m'appelle Michael Jackson, je suis le meilleur au monde ». Le petit Africain, on lui apprend déjà à dire « ah, je m'appelle… allez, on est au Sénégal, on va parler du Sénégal. Je m'appelle Amadou Diop. Et on m'a dit de ne pas parler parce qu'il y a des adultes. » Très, très, très bien. Merci beaucoup. Je pense que tu parles là aux jeunes qui sont autour de nous. Je vois un qui hoche de la tête. Oui, on nous brime. Alors, Gilles, merci pour cet entretien. On arrive à la fin de notre entretien. Merci à toi, riche en valeurs et qui nous parle à tous parce qu'on pense qu'avoir un bon business, ça suffit. Mais avoir un bon business, il y a des gens qui ont d'excellentes idées. Et je le vois tous les jours avec l'incubateur, avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Mais ils ne comprennent pas l'essence de la vente. Ils se disent, oui, on n'a pas besoin, vendre, est-ce que c'est important? Donc, je te remercie pour ça. Et je voudrais que, après, c'est vrai que tu as déjà donné un conseil sur la vente, comment mieux vendre, mais je voudrais que tu regardes la caméra et que tu donnes un mot de fin à toute notre audience. Il y a aussi des professionnels qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais qui ont aussi besoin de ces compétences. À toute notre population, quel est le conseil de fin que tu leur donnes? Alors, le développement personnel. Ça veut dire quoi, le développement personnel? Ce n'est pas votre entreprise qui a la charge de votre développement, c'est vous. Si vous voulez vous développer aujourd'hui, c'est possible. Mais n'allez pas prendre tout et n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a des fakes.
Si vous faites une recherche sur un moteur de recherche comme Google ou sur un moteur de recherche IA, allez chercher qui sont les meilleurs, les 5 ou les 10 meilleurs dans chaque secteur où vous voulez vous développer. Ou allez sur des plateformes qui vont vous apporter cette valeur. Allez voir ce que nous faisons chez Hackosphère sur YouTube, sur nos chaînes Instagram, et vous verrez des gens autour de nous qui font des choses exceptionnelles comme Naboufal. Mais allez chercher d'abord les meilleurs et apprenez auprès des meilleurs. N'accumulez pas juste du savoir pour du savoir en passant du temps sur les réseaux sociaux. J'en suis coupable, hein, je le fais aussi. Nous tous, on fait ça. Mais il faut toujours chercher les meilleurs et apprenez auprès des meilleurs. Personnellement, là, je suis en train de finir une formation que j'ai déjà fait une fois précédemment auprès de Lisa Nichols, qui est une des meilleures en prise de parole en public. Mais n'allez pas juste voir Lisa Nichols, venez nous voir, nous sommes les meilleurs. Non, on est là et puis on parle français. Voilà. On parle français. Donc, le conseil que je vous donne, c'est prenez une philosophie de l'apprentissage. Il n'y a pas d'âge pour cela. On n'arrive jamais à un sommet de la montagne. Quand on arrive à un sommet de la montagne, il y a un autre sommet. Apprenez tous les jours quelque chose, que ce soit à travers de la lecture, à travers des audiobooks. Aujourd'hui, il y en a d'exceptionnels. Je viens de lire un audiobook de Paul McKenna, exceptionnel, quelqu'un qui fait de l'hypnose, mais qui est beaucoup dans le développement personnel. Manifest, Power Manifest. Je viens d'apprendre des choses exceptionnelles, mais on apprend toujours. Apprenez, 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 et vous réussirez. Merci beaucoup. Alors, merci Gilles pour ce temps que tu nous as donné. Merci, et merci pour toutes les leçons, toute la richesse que tu nous as partagée. On va se quitter malheureusement. Malheureusement. Mais on est à Gorée, c'est génial, je suis contente. Moi aussi. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du Next Level. On parle bien sûr toujours de charisme, mais ça vous aide, nous vous aidons ici à passer à un autre niveau de développement professionnel et personnel pour atteindre le niveau de business que vous voulez si vous êtes entrepreneur et le niveau de carrière supérieur que vous voulez si vous êtes un professionnel. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour pouvoir bénéficier de nos contenus avec des experts de haut niveau comme Gilles et bien d'autres. À bientôt, merci. Au revoir, merci.